D'accueillir Claire Delpech, que vous connaissez, je pense, pour la plupart, qui est donc chargée de mission donc à la DCF et qui travaille très courageusement et avec succès aux politiques locales de l'habitat, des collectivités locales, et on voit qu'il y a eu de grands efforts qui ont été faits et des réussites aussi en cours. Donc voilà, donc j'avais demandé à Claire qu'elle vienne à la fin aussi, pas sous forme de petite table ronde, mais pour nous donner un contrepoint, un autre regard, je dirais, sur les travaux de la journée. Et la première question que je lui poserai, c'est: est-ce que vous auriez vu, vous avez entendu des points un peu saillants de la journée? Qu'est-ce que vous retenez en gros? Est-ce qu'il y a des questions qui vous ont un peu marqué par rapport à votre parcours? Qu'est-ce que vous... Oui, merci Martine. Peut-être en introduction, pour replacer un peu cette question, dire combien elle est compliquée compte tenu de l'importance de la question qui a été posée aux différentes équipes, hein, qui est quand même une question extrêmement large. Hein, ça va au-delà de faire un PLH que les collectivités mettent souvent 3 ans à faire. Donc bravo à ces équipes. Vraiment, je trouve que elles ont réussi à produire chacune dans la diversité des questionnements locaux sur lequel elles étaient, à produire un travail de qualité, à la fois à l'oral, et puis les documents écrits qu'on a pu récupérer sont effectivement extrêmement intéressants. Alors quelques bêtises pour commencer, puis après peut-être, alors peut-être pas les points saillants, mais de mon point de vue, qui est donc l'Assemblée des communautés de France, donc j'adopte plutôt le point de vue des intercommunalités, dire finalement quels seraient les 7 travaux d'Hercule, péché de gourmandise, vertu, je ne sais pas, voilà, pour avancer dans ce domaine compliqué des politiques locales de l'habitat. Alors les bêtises, d'abord, qu'est-ce qui explique le développement inégal des différentes politiques locales qu'on a pu voir ce matin et cet après-midi? Alors quelques évidences, c'est pas la taille de la collectivité. Hein, on voit bien que entre Brest, Lille, Lyon, Grenoble, on est sur des niveaux de politique et des situations très différentes dans des contextes démographiques de taille en particulier qui sont évidemment très très différents. Donc l'habit ne fait pas le moine. Premier point. C'est pas l'antériorité de la structure non plus, manifestement, hein, de la structure en tant qu'intercommunalité. Grenoble est une structure ancienne, elle n'en est pas du tout au même niveau dans sa politique locale de l'habitat que par exemple Lyon, qui est plus récente. Hein, c'est pas le statut non plus. On voit bien que finalement, je crois que Jean-Louis l'a dit avec justesse tout à l'heure, passer de communauté urbaine à métropole, le saut est finalement très faible. Il est un peu plus important quand on passe de communauté d'agglomération à communauté en métropole, mais ce qui compte, c'est la compétence voirie. Et c'est ça qu'ont occupé les équipes. Je suis persuadée qu'on vous en a parlé pour celles qui étaient concernées. C'est pas du tout les questions d'habitat, me semble-t-il. Elles sont ailleurs. C'est pas le nombre de communes, évidemment. Hein. Il y a des intercommunalités qui ont beaucoup de communes, donc moins de communes. Et c'est tout autant compliqué. Ça se passe ailleurs, hein, entre le poids de la ville-centre. On voit ce qui se passe, par exemple, sur Grenoble. La question brestoise, les multipolarités, la question de Lille ou la question d'Aix-Marseille, etc. Et puis c'est pas le fait non plus d'être en zone tendue, détendue, puisqu'on sait que la question est beaucoup plus compliquée que ça. C'est souvent pas binaire. Hein, au sein d'un territoire tendu, on a des poches de moins tendues et l'inverse, etc. Donc vraisemblablement ça se passe ailleurs. Et pour sortir de mes bêtises, qu'est-ce qu'on observe finalement à la DCF sur les agglomérations qui, elles, avancent ou parviennent en tout cas à mettre en place des politiques de l'habitat qui semblent
fonctionner ou amorcer un début de fonctionnement. Alors il y a peut-être 7 points qui me semblent importants et qui ont été cités à un titre ou à un autre entre ce qui a été dit ce matin et cet après-midi. La première, c'est la capacité qu'ont ces territoires à articuler les différentes compétences. Entre 3 compétences qui me semblent essentiellement structurantes: l'habitat, le développement économique et la compétence commerce, c'est essentiel. S'il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'habitat, etc. Et la question des mobilités. Donc la capacité à articuler ces 3 politiques me semble très importante pour avancer, pour monter des politiques d'habitat qui tiennent véritablement la route. Le deuxième point, c'est la capacité à mobiliser les acteurs et à saisir les enjeux propres à chaque catégorie d'acteurs. Ça, c'est vraiment important. Quand on est au centre d'une intercommunalité, il est impératif de comprendre que le promoteur, il n'a pas le même enjeu, même si c'est le même territoire, que le bailleur social, qui sera pas le même selon qu'il est office, selon qu'il est ESH, etc. Et de bien positionner le rôle de chaque acteur. Ça vaut pour ce qui a été dit sur l'État. L'État a encore un rôle extrêmement important dans la mise en œuvre de ces politiques, ne serait-ce que par ces injonctions réglementaires, l'article 55, les politiques de peuplement, etc., etc. Et la capacité à dialoguer avec l'État et à développer un dialogue de qualité avec l'État est essentielle pour avancer sur ces territoires. Les politiques de l'habitat, c'est d'abord des politiques partenariales. Donc c'est très important pour les collectivités de construire ces politiques partenariales. Et on voit que les intercos qui sont très en avance sont des intercos qui arrivent à développer ces politiques partenariales. Troisième point, c'est la capacité à donner un contenu à cette compétence habitat dans tous ces segments et à irriguer chacun de ces segments. On parlait tout à l'heure, je crois que c'était Monsieur Escaf, j'ai oublié son prénom, pardon, Fabrice, voilà, qui en parlait, de parcours résidentiel. Bien évidemment, la politique de l'habitat, c'est permettre l'accès au logement des publics modestes, et puis c'est irriguer tous ces segments des parcours résidentiels et être capable du parc privé au parc public à jouer toutes les interactions comme il se doit. Quatrième point, j'espère que tu comptes, Laurent. Quatrième point, c'est la capacité à développer, et là c'est Jean-Pierre Caroff qui l'a rappelé, une culture commune, c'est essentiel. Cette culture commune sur le territoire, elle doit être rattachée au projet de territoire. Si le projet de territoire, il n'a pas de consistance, la politique de l'habitat, elle aura du mal à se poser sur quelque chose. C'est flagrant avec, évidemment, la métropole marseillaise, où on voit bien que le projet de territoire, au sens un territoire, et ses multiples facettes de développement, a bien du mal à émerger. Donc, du coup, faire reposer une politique de l'habitat sur quelque chose qui n'a pas de socle, évidemment, c'est pas très, très facile. Et asseoir là-dessus une culture commune, un esprit communautaire. Les intercommunalités qui fonctionnent, c'est celles qui ont réussi à insuffler un esprit communautaire. Cinquième point, c'est la capacité à territorialiser les actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la capacité à définir des grandes directions et à dire qu'est-ce qui va se passer localement. Dit autrement, c'est où ça se passe et à quel moment ça se passe et comment ça va se passer, comment j'agis sur le PLU et comment j'ai dit, là finalement, monsieur le maire, on va pas faire du pavillonnaire, on a décidé qu'on mettrait de l'habitat social, c'est comme ça. C'est ça, territorialiser les actions. Évidemment, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça suppose de développer une capacité de dialogue avec les communes, à l'exception de ce qui va se passer en 2020 sur Lyon. Je vous rappelle qu'au Conseil métropolitain, ce sont des maires qui siègent. Et il faut cette interaction entre la commune et l'intercommunalité, elle est essentielle. Donc la capacité à territorialiser les actions me semble un point important. Sixième point, c'est la capacité qu'aura la métropole à faire jouer ses prérogatives de puissance publique en termes de régulation des actions sur son territoire, réguler un marché qui est dysfonctionnement, apporter plus d'équité et opérer des rééquilibrages sociaux, territoriaux, et la façon dont elle va pouvoir aller peut-être
au-delà ou s'extraire des injonctions de la puissance nationale, de l'État, pour les adapter à sa propre situation locale. Et puis, dernier point, c'est la capacité que va avoir la collectivité à mobiliser des moyens. Et ça, c'est essentiel. Ce sont des moyens humains. Si on comparait les équipes entre les équipes de Lille, les équipes de Grenoble ou les équipes de Marseille, on verrait bien la différence de moyens humains qui sont mis en œuvre, les moyens financiers, on en a parlé, et la capacité à jouer l'interaction entre les différents services des métropoles qui sont souvent organisés en silos et qui interagissent assez peu. Donc voilà les 7 éléments, Martine, qui me semblaient importants à mobiliser. Alors, ils ont été évoqués, et ce qui serait intéressant, c'est de faire, c'est ce que me soufflait tout à l'heure Laurent, c'est de faire une sorte de tableau à plusieurs dimensions, et puis de voir avec des intensités de couleurs différentes comment se placent les curseurs selon les métropoles qui ont été étudiées. Évidemment, ça peut constituer des thèmes de travail à développer dans un avenir que l'on espère très proche. Je vais passer la parole à Laurent Davzy, donc vous connaissez aussi, qui est économiste, professeur au CNAM. Et... Également professeur au CNAM, parce que Claire Delpech est professeur au CNAM. Ah, mais nous sommes une estrade CNAM. Vous êtes collègue. Non, elle est modeste, elle ne le dit pas, elle est professeure. Vous avez bien vu le ton qu'elle a, c'est un ton de professeur quand même. De bon professeur. Bien, écoutez, vous êtes informés. Vous avez là 2 enseignants du CNAM, allez-y, ils sont très bons. Donc, je reprends la parole pour demander à Laurent, par rapport aux travaux qu'il a menés sur le territoire français, sur les questions notamment de développement local, à partir de sa base économique. Donc, vous nous avez donc... sorti quelques livres tout à fait précieux qui ont guidé l'ensemble des politiques, je dirais, à réfléchir à l'avenir, c'est-à-dire en termes de que deviennent nos territoires, en fait. Quels sont les emplois productifs, les emplois résidentiels. Donc, vous avez beaucoup de travaux sur ces questions-là. Et j'ai cru comprendre aussi que vous aviez travaillé sur les rapports que peuvent entretenir les métropoles avec leur arrière-pays. Donc c'est surtout sur cette question, mais aussi sur d'autres, si vous en avez d'autres à nous donner, que je souhaitais vous interroger. Parce que il est souvent question actuellement de métropoles dans leur périmètre, ou de territoires en déshérence. Qu'en pensez-vous? Ouais. Merci. Je vais traiter cette question-là, parce que celle-là, déjà, j'en ai pour à peu près 1h30. Tout le monde... Je plaisante. Non, mais c'est une question qui est apparue. Moi, je ne suis venu que cet après-midi, et j'avais reçu les documents que vous m'aviez envoyés, donc j'avais parcouru les documents. Bon, c'est une question qui apparaît un peu, qui a été citée... Jean-Claude en a un peu parlé, ça est revenu à 2-3 reprises dans l'après-midi, la question des rapports entre l'intérieur et l'extérieur, en fait. Il y a aussi le rapport de l'intérieur à l'intérieur, ce serait une autre question, on ne la traitera pas aujourd'hui, qui est une question importante aussi, et qui a été évoquée, je crois, par vous. Oui, j'ai eu l'occasion de travailler là-dessus, parce que c'est un sujet un peu chaud, quand même, en ce moment. On nous dit les territoires qu'on abandonne, on vient de se pailler, quand même, une dizaine d'années de crise assez brutale, de crise économique, depuis septembre 2008. On arrive en septembre 2017, on vient de se dire, on a 10 ans, on va pas dire 10 ans perdus, mais on a 10 ans, on a marqué un coup d'arrêt. Ces 10 années où on a vu apparaître de façon assez étonnante une espèce de loi rend dimension, rend dynamique, pardon, c'est-à-dire où finalement, ce qui n'était pas si évident dans les années 90 ou un petit peu aux années 2000, devenu très net depuis 10 ans, à savoir que c'est les plus grandes villes, le terme métropole, je l'utilise avec précaution, c'est les plus grandes agglomérations qui finalement ont connu
le meilleur dynamisme en termes de création nette d'emplois salariés privés, je ne prends pas de l'emploi public, hein, qui répond à d'autres logiques géographiques. Et donc on a vu effectivement se profiler cette idée que c'est big is beautiful, quoi. C'est fini, le small is beautiful, terminé, c'est big is beautiful. Tout ça dans un contexte intellectuel, limite idéologique, sur la métropole, les travaux de Krugman, prix Nobel d'économie en 2008, la concentration, tout ce qui est gros est bon. Le thème métropolitain qui a fleuri partout et qu'on retrouve maintenant dans les institutions même, hein, parce qu'on a créé des métropoles. Je ne vais pas raconter l'histoire. Avec Pierre Vels, on avait eu des rendez-vous avec la ministre en charge de ces questions il y a 2 ans. On avait passé 3 heures sur savoir qu'est-ce que c'est qu'une métropole. C'était avec Madame Lebranchu. Hein. C'est moins simple qu'il y paraît. Hein. Ça a été un peu évoqué tout à l'heure dans l'exposé. Je crois que c'est Xavier qui a commencé à dire la métropole du géographe, la métropole du sociologue, la métropole de l'économiste, en montrant quelle différence il faut y avoir entre ces différentes approches. Et donc, en fait, ce qu'on voit se profiler, pour aller rapidement, c'est un système dans lequel il y aurait une accélération de mécanismes de gagnants qui gagnent, de perdants qui perdent, et que on a une extension de ce type de mécanisme sur les questions territoriales. Les gagnants sont les métropoles, les perdants, c'est les autres. Là-dessus, Christophe Guilluy, que vous connaissez, que j'ai défendu d'ailleurs, parce qu'il a été très très attaqué par les collègues de la recherche. Ils se sont jetés sur lui, qui en plus n'est pas chercheur, hein, il n'est pas universitaire, vous imaginez. Donc j'ai défendu le fait que Christophe Guilluy, à mon avis, doit rester dans le débat, on doit continuer à lui parler. Il ne s'agit pas de le lyncher. Pour autant, je suis en désaccord complet avec lui. Et il a allumé une espèce de pétard effrayant, qui est 80% des Français vivent hors des métropoles, et donc ils sont foutus. Ils sont cuits. Et donc est montée très fort cette idée d'une fracture, d'une rupture, de quelque chose qui était une sorte de divorce territorial entre, d'un côté, les métropoles qui arrangent leur petite cuisine, et de l'autre côté, le reste des territoires. Évidemment, quand Gérard Collomb, qui est très spécifique, hein, ça n'a pas trop été dit, quand même, il y a une spécificité quand même très forte de Lyon par rapport aux autres. Hein. La métropole de Lyon, c'est une vraie collectivité locale. Ils ont récupéré, ça a été évoqué, hein, les compétences du département coupées en deux. Ce qui n'est pas le cas de Toulouse, ce n'est pas le cas des autres métropoles qui sont des établissements publics. Hein. Mais faisons un paquet commun. Quand Collomb a monté ça, il s'est fait énormément attaquer sur le thème. Pardon ? Oui, je vous prie de m'excuser. Bon. Parmi d'autres pénalisations, je suis à moitié sourd. Donc j'ai un appareil qui fait que je n'arrive plus à mesurer l'intensité sonore. Pardon. Je disais, quand la métropole de Lyon s'est montée, avant les autres, après ça a suivi, énormément de gens ont dit c'est la métropole qui tourne le dos au reste des territoires. C'est-à-dire que dans le contexte de la montée d'une espèce de révolte antimétropolitaine, on renforce en plus l'autonomie, on renforce l'égoïsme finalement des métropoles. Alors moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, parce que j'ai une vieille expérience de travaux sur les flux de revenus, les flux monétaires sur les territoires, et les travaux auxquels Martine a eu la gentillesse de faire référence sont les travaux qui dérivent entièrement d'une analyse de la géographie des flux monétaires. Donc j'ai regardé quelles étaient les relations physico-financières, c'est-à-dire des phénomènes physiques du type marché de l'emploi, mais aussi des phénomènes financiers, monétaires, entre la métropole et son environnement. Question qui est apparue cet après-midi à plusieurs reprises. Et j'ai fait le travail sur Lyon, je l'ai fait sur Toulouse, je l'ai fait globalement sur la région parisienne depuis très longtemps. Alors, le résultat, je ne vais pas vous décrire dans le détail, parce que ce serait vraiment fastidieux, mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est que la façon dont les flux, qui sont peu évoqués, hein, les flux dans tous les travaux que vous avez évoqués, des travaux des étudiants, qui sont tout à fait remarquables, hein, il n'y a pas beaucoup sur les flux, il n'y a pas beaucoup sur les transports, parce que c'est vrai, on en parlait en messe basse, l'habitat c'est très important, mais l'habitat ça marche avec les transports. Hein. On n'a pas beaucoup parlé des transports, et on n'a pas beaucoup parlé des flux monétaires, on n'a pas parlé des flux d'argent, des flux redistributifs. On parle toujours de solidarité, mais on ne met jamais un chiffre en argent. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre des chiffres en argent. Et en fait, le résultat des courses, il est extrêmement clair. C'est que la métropole aujourd'hui, avant d'être le lieu de la fracture, le lieu de l'égoïsme
tournant le dos à son reste du territoire, c'est exactement l'inverse. C'est la poule aux œufs d'or. Il y a un truc très frappant. On a des chiffres de la comptabilité nationale qui sont des chiffres qui ont donné beaucoup de débats, de discussions, controverses, mais qui maintenant sont quand même très admis. C'est des chiffres qu'on a pour l'Île-de-France, parce que la comptabilité nationale, elle est régionalisée. Donc sur la région Île-de-France, on est capable de dire quel est le PIB de la région Île-de-France et sa contribution à la croissance française. On est capable de dire quel est le revenu disponible brut des ménages de l'Île-de-France, et qui sont des revenus de la comptabilité nationale. Le chiffre pour l'Île-de-France, il est clair, c'est 31% de la création de richesse, de la croissance en Île-de-France, 22% du revenu. Ce qui fait du bruit quand même. Hein. Ça veut dire en clair que si les Franciliens avaient un revenu proportionnel à leur contribution à la croissance, ils auraient 30% de revenus en plus. Donc c'est 31-22. Prenez la métropole de Lyon, c'est un truc de fou. Quand on calcule, je passe les détails techniques, on calcule le PIB de la métropole de Lyon, c'est 3,1% du PIB français. Et on prend les revenus disponibles bruts des habitants de la métropole, c'est 2,2%. On est exactement dans la même intensité. On voit bien derrière ce profil-là, un mécanisme de redistribution. Redistribution au sens, pas que public, hein, public et privé. Hein, c'est-à-dire la différence entre la géographie de la création de richesse et la géographie du bénéfice en termes de revenus. Exactement la même chose. Soit dit en passant, pour ceux qui disent en France que l'émergence des métropoles, c'est l'alternative à cette espèce de gros bœuf qui est la région Île-de-France, essoufflée, et que la province souvent déteste un peu, il va falloir en allier beaucoup hein, des grandes villes, parce que moi je l'ai fait à plusieurs reprises le calcul, ce qui représente la somme des créations de richesse à Lyon, à Nantes, à Toulouse, à Marseille, vous prenez les 4-5 grandes métropoles françaises, c'est une plaisanterie. On atteint à peine 20% du PIB de l'Île-de-France. C'est-à-dire on a en France, on a une énorme métropole et quelques petites métropoles. Lyon, qui est quand même une belle ville, hein, c'est très très loin derrière. Donc on a des mécanismes. À Toulouse, on trouve la même chose. On a une vraie redistribution. Et alors qu'on a regardé tout, on a regardé comment ça procède, on a regardé les effets sur la redistribution publique, c'est-à-dire que la grande ville riche qui réussit dans la vie, c'est des acteurs qui payent beaucoup d'impôts, beaucoup de cotisations sociales, et ils contribuent à la solidarité nationale. Alors ça n'avait pas été calculé depuis très longtemps. Il y a 20 ans qu'on n'a pas calculé les effets de redistribution interterritoriaux en France, notamment liés à la protection sociale. Alors il y a le rapport de Mireille Elbaume, que personne ne référence, que personne ne semble avoir lu, qui est une merveille, sorti l'an dernier, téléchargeable gratuitement sur le site internet de, attention, le Conseil supérieur au financement de la protection sociale. Conseil supérieur au financement de la protection sociale. Il y a un site internet, tout que vous cliquez, fichier PDF, pof, et vous avez le rapport, 180 pages, et toutes les annexes par département, qui vous dit département par département, la contribution des départements à la protection sociale. La protection sociale, c'est 31% du Français. 650 milliards d'euros. Ça ne rigole pas, hein, c'est du lourd. Chaque département, combien ils ont contribué et combien leurs habitants ont bénéficié. Ça a des effets de... Alors, la différence, c'est que vous avez des effets de distribution absolument colossaux. Les grandes métropoles sont des lieux avec une énorme différenciation entre leur contribution à la protection sociale et le bénéfice qu'ils tirent. La question du budget d'État, elle est vierge. Ça fait 20 ans qu'elle n'a pas été calculée. Il n'y a pas eu de nouveau calcul qui a été fait là-dessus. On peut par petits morceaux quand même regarder. Dans la métropole, il y a beaucoup plus de gens qui payent beaucoup plus d'impôts sur le revenu qu'ailleurs. Mais pour autant, il y a aussi beaucoup plus de pauvres. J'ai vu tout à l'heure, quelqu'un a dit, c'est plus curieux, je ne sais plus, lui là-bas, il a dit qu'il y avait, quand on s'éloigne de la métropole, les habitants sont de plus en plus pauvres. Non, de plus en plus modestes. La pauvreté, elle reste dans les métropoles. Les gens modestes, ils partent. Si vous prenez, dans le cas de la métropole de Lyon, regardez le reste du département du Rhône. Il n'y a pas photo. On dit qu'on a coupé le département en deux. Le département, c'est l'aide sociale, beaucoup. Hein, c'est les routes, l'aide sociale et les collèges. On a dit, rupture totale de solidarité. Alors qu'en fait, Claire qui est à côté de moi me corrigera si j'ai des bêtises, ce qu'elle ne m'a pas manqué de faire. En gros, l'aide sociale versée par les départements, c'est l'État derrière qui paye. En gros. Et donc, si je coupe le département en deux, les flux se partagent en deux. Or, quand on regarde les pauvres entre les deux nouveaux départements,
ils sont à Lyon. Ils sont à Lyon, les pauvres. Ils sont pas dans le... Et si vous prenez Toulouse, c'est pareil. Le revenu moyen des habitants hors de l'aire urbaine, dans l'extérieur de la métropole de Toulouse, dans l'aire urbaine de Toulouse, sont supérieurs aux ceux des habitants du centre. Donc il y a un truc un peu compliqué. Vous avez les riches et les pauvres dans la métropole. Ça a été dit, le vaste spectre social. Mais la réalité des courses, c'est que la métropole, c'est elle qui finance le plus la solidarité redistributive, mais c'est aussi celle qui a le plus de pauvres à traiter. Et donc les territoires périphériques ne sont pas forcément... On a regardé après tout. On a regardé où est-ce que les Toulousains ou les Lyonnais dépensent leur argent en tourisme. C'est vachement intéressant, les relations entre les métropoles et l'Interland. Je ne sais pas si on a des géographes. On a le droit de dire Interland pour dire dans un rayon de 250 km, à 1 heure de bagnole autour de Toulouse. Nous, on appelle ça l'Interland. Donc on a regardé où est-ce que les habitants de la métropole, quand ils prennent la retraite, partent. Vous travaillez toute votre vie à Lyon, vous arriviez du budget d'ailleurs, hein, vous arrivez de Saône-et-Loire, c'est typique. Hein. Colomb, c'est un gamin de Saône-et-Loire qui est venu faire sa carrière à Lyon. Et à la retraite, peut-être qu'il repartira à Saône-et-Loire. Mais ça, on le voit bien, on a les chiffres. Énormément de gens sont venus de Saône-et-Loire s'installer à Lyon. Ils travaillent à Lyon, donc Lyon leur a offert la possibilité de se faire une carrière. Et comme c'est une grande métropole, ça peut être une très belle carrière. Arrivés à la retraite, ils vont continuer à toucher le salaire de leur travail à Lyon. Simplement, c'est un salaire indirect, c'est la retraite qu'ils vont aller toucher en retournant en Saône-et-Loire. On les suit, hein, on a une traçabilité, grosse traçabilité du retraité. C'est des montants absolument considérables de revenus qui repartent. Donc on a mis tous ces trucs-là bout à bout. On a évidemment décompté le bénéfice que la métropole tire du fait qu'il y a beaucoup de gens qui habitent autour et qui vont faire leurs courses et qui vont consommer dans la métropole. C'est considérable. Donc on l'a compté au bénéfice de la métropole. Donc on a fait une balance monétaire entre la métropole et la périphérie. Ça donne des résultats qui sont stupéfiants. Alors ça, je pourrais m'arrêter là. J'ai déjà été trop long. Hein. Mais si je veux être vraiment sérieux, je suis obligé de citer des travaux qu'on a développés avec Marguerite Landier, qui est aujourd'hui professeure à l'Université de Grenoble, et prof depuis 15 jours. Elle a été maître de conf. Parce que cette idée que la métropole productive finance des territoires résidentiels qui sont des territoires périphériques est une idée qui a été assez marquée de forme de jugement de valeur. En gros, la métropole, c'est là où les mecs bossent. Excusez-moi, je dis les mecs parce que c'est un truc de macho. Alors que la périphérie, c'est l'économie résidentielle. Et j'ai une part de responsabilité, parce que beaucoup de mes travaux pouvaient être lus comme ça. Des territoires qui captaient des revenus sans les produire. Le travail qu'on a fait avec Magali, et je vais m'arrêter rapidement, ça a été de montrer qu'en fait, dans le rapport entre la métropole et son... Alors, on a le droit de dire Interland. La métropole Interland, c'est un mariage. C'est un mariage quand l'Interland est de bonne qualité résidentielle, touristique. Il y en a plein d'indicateurs qu'on a mis en place. Quand l'environnement est de très bonne qualité touristique, c'est très bon pour la dynamique démographique, et la dynamique migratoire et la dynamique métropolitaine, on va dire, on a fait les indicateurs, de la métropole du coin. Quand la périphérie est en mauvais état, c'est le contraire. On a une corrélation tout à fait étonnante entre la qualité résidentielle de ce qui se passe dans la périphérie des grandes métropoles, je représente une heure de bagnole autour. Cette qualité résidentielle, c'est le marqueur, et je dirais même le facteur de l'attractivité des métropoles, et donc de leur succès. Et on a des trucs incroyables. Donc, pourquoi les gamins aujourd'hui, ils ne veulent plus rester à Paris, le problème du logement, ils ne peuvent plus aller les jeunes professionnels. Pourquoi ils vont aller à Nantes? Pourquoi ils vont aller à Toulouse? Parce que ce sont des territoires qui sont extrêmement attractifs. Les territoires qui sont autour sont extrêmement attractifs. Donc en fait, ils vont dans ce qu'on appelait des systèmes productivo-résidentiels. Alors que s'ils vont, et je ne demande pas leur salaire, et on a les études rigoureusement menées qui montrent que quand des actifs quittent Lyon ou quittent Toulouse ou quittent Paris pour aller travailler dans le Nord-Pas-de-Calais, ou vous travaillez je m'excuse auprès des Lillois, ou en Lorraine, ils augmentent leur salaire. Ce qui veut dire que pour aller travailler dans ces territoires-là, qui ne sont pas du tout attractifs, il faut qu'on vous paye. C'est pour ça qu'ils sont si peu nombreux y aller, et que le sol migratoire n'est pas bon d'ailleurs. Mais ceux qui y vont, on les a quand même. On les a suivis avec on a eu la chance de pouvoir mettre la main sur les bases de la sécurité sociale, sur les pensions, sur
les cotisations de retraite. Donc on a pu savoir sur des cohortes d'individus exhaustives qui avaient changé de région et d'entreprise, leur revenu 3 ans avant, leur revenu 3 ans après. Donc on a pu voir si la mobilité augmentait le revenu. Quand vous partez à Toulouse ou à Nantes ou dans les jolies villes, même Lyon, vous n'augmentez pas votre revenu. Vous augmentez vos aménités, aussi votre pouvoir d'achat, hein, et le prix du mètre carré. Ce qui fait qu'à la fin, et je termine parce que j'étais beaucoup trop long, la conclusion qu'on en tire avec Magali, dans ce petit livre qu'on a écrit, qui est publié par les éditions du PUCA, oui, ça existe, les éditions du PUCA. Alors, c'est pas diffusé, hein, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que c'est imprimé. Mais sur Internet, je pense qu'on doit pouvoir trouver ça. Mais c'est un bouquin qui est particulièrement barbant, de toute façon, c'est pas grave. Mais la conclusion, c'est que l'Interland, le rapport de l'Interland à la métropole, au final, si on doit dire qui est redevable, même si la métropole est la poule aux œufs d'or, comme j'ai dit au début, pour les territoires qui sont autour, avec un truc que je ne peux pas dire en plus, ça va être très clair sur Lyon, c'est à Lyon, ce qui rend fou tout le monde, y compris à l'intérieur de la métropole, c'est que l'emploi se développe surtout à Lyon, dans la commune de Lyon. C'est au centre du centre du centre. Mais c'est vrai à Nantes, c'est vrai à Toulouse. La métropole aujourd'hui, c'est pas toutes les communes de la métropole qui gagnent de l'emploi, c'est la commune centrale. Sauf que l'avantage de la commune centrale, c'est que du point de vue solidarité interterritoriale, parce que l'emploi se développe dans la commune de Lyon, on peut dire la même chose pour Toulouse, mais quand on est sur Lyon, ça permet à 3500 personnes tous les matins de quitter Saint-Étienne pour aller bosser à Lyon. Saint-Étienne est en lambeaux du point de vue économique. Ça permet à des quantités, des milliers de gens qui habitent à Vienne, qui habitent à Saint-Chamond, à Firminy, à Saint-Étienne bien sûr, à Villefranche, à Belay, à Ambérieu, etc., d'aller travailler dans les arrondissements d'ailleurs de Perrache et de Pardieu. Et donc l'hyperconcentration métropolitaine, qui est la concentration de la concentration, les communes au sein est excellente du point de vue des solidarités interterritoriales. Donc on peut dire la métropole rend d'énormes services qu'on a mesurés à son hinterland, mais la vérité, quand la métropole marche bien, elle le doit à la qualité résidentielle, attractivité touristique de son hinterland. Et donc, d'une certaine façon, c'est un mariage assez intéressant, hein, entre la périphérie et la métropole. Mais je dirais, la métropole qui marche est redevable de sa périphérie. Je pourrais développer plus, mais j'ai pas le temps, parce que je vais me faire des gros yeux. Non, parce qu'il est 4h30. Voilà en quelques remarques rapides.